Please, if you are inside the World Trade Center towers, do not break windows. I'm right on the 82nd floor. Please remain calm. Reports of an explosion of some sort at the World Trade Center. Février 1993. À New York, l'attentat contre le World Trade Center fait 6 morts et 1000 blessés. Les tours jumelles ont tenu bon. Mais les cerveaux de cet acte terroriste sont toujours là et bien décidés à réussir la prochaine fois. Décembre 1992, à Oklahoma City, comme dans tous les États-Unis, cette veille de Noël est empreinte d'un sentiment de soulagement, car le pays commence à sortir de la récession. Mais le 25 décembre, au centre de congrès de la ville, c'est un tout autre état d'esprit qui règne. Ces images sont celles de la réunion annuelle de l'Association de la jeunesse arabe musulmane. Un journaliste de la télévision est venu enquêter. J'avais découvert qu'il y avait une convention de radicaux islamiques réunissant toutes les organisations dont j'avais entendu parler, mais dont j'ignorais qu'elles étaient implantées aux États-Unis. Dans la salle remplie de sympathisants, les orateurs appellent au djihad, à la guerre sainte contre les juifs et les chrétiens. Ils accusent l'Occident et Israël d'opprimer les musulmans du monde entier. Les organisateurs vendent même des albums de coloriage pour enfants exaltant le martyr. Depuis une cabine téléphonique dans le hall, le journaliste appelle ses contacts des services antiterroristes du FBI et leur décrit la scène. Ils m'ont dit, mais de quoi parlez-vous? Et moi, j'y suis, je suis témoin de tout ça. Voilà les groupes. Il y a le Hamas, le djihad islamique, les frères musulmans. Ils font des discours en arabe, ils appellent au djihad et vous n'êtes pas au courant. Ils m'ont dit, vous avez fumé ou quoi? Malgré ce renseignement, le FBI ne prend, semble-t-il, aucune mesure. Alors même qu'aux 4 coins des États-Unis, les groupes extrémistes s'activent à recruter des partisans et à affûter leurs discours de haine. Ce tableau du réseau des groupes islamistes radicaux travaillant dans l'ombre sur le territoire des États-Unis raconte l'histoire du 11 septembre. Atlanta. Lors d'une tournée de collecte de fonds, un extrémiste palestinien détaille sa vision sinistre du djihad. Détroit. Cette réunion est patronnée par un groupe baptisé Projet Caritatif Islamique International. L'un des orateurs les plus en vue, un religieux égyptien aveugle, appelle à la domination du monde par l'islam. À Chicago, Pittsburgh, Tucson et ailleurs, les prédicateurs proclament que le djihad vaincra. Ce prédicateur arabe est venu distiller son message de haine au cœur de l'Amérique. Mais de l'autre côté du globe, l'un de ses complices s'active à construire un réseau djihadiste qui va préparer et exécuter l'acte terroriste le plus spectaculaire de toute l'histoire. Afghanistan, 1980. C'est ici que commence la route qui mènera au 11 septembre.
Les rebelles afghans, les moudjahidines ou combattants d'Allah, déclenchent une campagne de guérilla contre l'armée soviétique d'occupation. Des musulmans d'autres pays viennent leur prêter main forte. Ils sont déterminés à expulser les soviétiques de cette terre musulmane. De l'autre côté de la frontière, au Pakistan, il y a la ville de Peshawar. Le Pakistan soutient les rebelles et Peshawar devient la plaque tournante des combattants attirés par cette guerre sainte. La ville grouille de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue, de mollahs, de soldats blessés et d'agents de la CIA. J'ai toujours pensé qu'à l'époque, la ville ressemblait à la scène du bar dans Star Wars. Il y régnait une atmosphère étrange, irréelle. Parmi les milliers de musulmans qui ont répondu à l'appel au djihad, se trouve un jeune homme d'1,98 m, vêtu du pantalon large et de la longue chemise en lin des paysans afghans. Il s'appelle Oussama Ben Laden. Il a 24 ans, il est le fils d'un magnat du bâtiment d'Arabie Saoudite. Mais ici, il dort sur un simple matelas, à même le sol. Ses bonnes œuvres lui valent le surnom de Samaritain dans les camps de réfugiés et dans les hôpitaux. Murfreesboro, Caroline du Nord, printemps 1983. Alors que le conflit afghan fait rage, un autre jeune musulman suit son propre chemin vers la guerre sainte. Dans cette modeste université baptiste. Un groupe d'étudiants musulmans se réunit dans cette résidence universitaire pour la prière. Comme l'exige leur religion, ils laissent leurs chaussures à l'extérieur. Mais de petits plaisantins s'amusent à les voler pour les jeter dans le lac du campus. Fils brillant d'un imam musulman, Khalid Sheikh Mohammed, étudiant en ingénierie, compte parmi les victimes de cette farce. Sa famille est originaire d'une région isolée du Pakistan. Mais Khalid a grandi au Koweït, où les siens sont souvent traités comme des citoyens de seconde zone. Ces années d'université ne font qu'aggraver sa rancœur. Une fois son diplôme en poche, il part rejoindre l'un de ses 3 frères qui dirige une organisation caritative au Pakistan pour les rebelles afghans. 1984. Le jeune Ben Laden utilise la fortune et les contacts de sa famille pour financer la création d'un réseau international de combattants, dont l'idée première revient à l'imam fondamentaliste Abdullah Azzam. Azzam est un Palestinien dont la ville natale a été occupée par Israël après la défaite des Arabes lors de la guerre des 6 jours. Plus que quiconque, c'est lui qui a incité les musulmans, dont Ben Laden, à combattre en Afghanistan. Les 2 hommes ont baptisé leur organisation d'un nom sans prétention, le Bureau des services. Installés au Pakistan, leur quartier général entraîne les volontaires qui partent au front et leur fournissent des armes. 1986. La guerre d'Afghanistan tourne à l'avantage des rebelles. Mais les volontaires arabes n'y jouent qu'un rôle mineur. Les vraies vedettes sont les missiles solaires portables, les Stinger. Des missiles offerts par la CIA. En coulisses, Ben Laden et Azzam ouvrent des succursales de leur organisation djihadiste dans 35 pays. Avec, en point de mire, les États-Unis. Il y installe une tête de pont à la mosquée Al-Farouk de Brooklyn, près de New York. Ils ouvrent également des agences à Boston, Chicago, Nashville,
Atlanta, Sacramento et dans 32 autres villes. Des antennes qui se résument le plus souvent à un seul individu récoltant des fonds depuis son appartement ou un bureau. Mais l'organisation terroriste prépare l'avenir en formant une armée de jeunes soldats prêts à se jeter dans la prochaine bataille de la guerre sainte. Le djihad est devenu une notion concrète, accessible et compréhensible. C'est devenu un élément mobilisateur pour la jeunesse du monde musulman, qui lui a donné l'occasion de se lancer dans la guerre sainte violente. Au printemps 1987, Oussama Ben Laden a pris les armes et a rejoint les combattants. L'armée russe accule sa brigade de volontaires arabes dans les collines accidentées de l'est de l'Afghanistan, dans la zone de Jaji. Selon certains témoins, l'un de ses compagnons d'armes est Khalid Sheikh Mohammed, le jeune ingénieur de l'université de Virginie qui deviendra le coordinateur du 11 septembre. L'artillerie et les hélicoptères soviétiques bombardent les résistants. Et on raconte qu'après un mois de siège, les volontaires arabes contraignent les Russes à se replier. La bataille fait la une de la presse du monde arabe. Du jour au lendemain, Ben Laden devient un héros. Poètes et chanteurs célèbrent la gloire du jeune combattant saoudien. C'était du n'importe quoi. 15 malheureuses secondes d'images vidéo, le montrant avec une radio en main et une Kalachnikov à l'épaule, et le voilà devenu héros de guerre. L'été suivant, en 1988, c'est la fin pour la jadis puissante armée rouge. Les troupes soviétiques entament leur retraite. Les rebelles afghans ont gagné. La victoire galvanise les militants islamistes du monde entier. Et les hommes qui ont gagné la bataille de Jaji aux côtés de Ben Laden et d'Azam forment le noyau dur d'une nouvelle armée d'extrémistes. Celle qu'on appellera la base. En arabe, Al-Qaïda. Sans l'aide des brigadistes arabes internationaux à la résistance afghane anti-soviétique, les Moudjahidines n'auraient jamais pu vaincre une superpuissance et après ça tourner leurs armes contre une autre superpuissance, les États-Unis. Novembre 1989. Le complice de Ben Laden, Abdullah Azam, roule vers une mosquée de Peshawar avec 2 de ses fils. Une bombe explose. Ils sont tués. Jamais élucidé, ce meurtre ressemble étrangement à une liquidation mafieuse. Azam éliminé, Ben Laden réorganise rapidement le réseau armé autour de sa personne. Riyad, Arabie Saoudite, août 1990. Ben Laden est rentré chez lui après la guerre d'Afghanistan. Il espère pouvoir mettre à profit la fortune et les relations politiques de sa famille pour étoffer son réseau de combattants de Dieu. Mais à 33 ans, il va connaître l'une des plus grandes déceptions de sa vie. 2 août 1990. Saddam Hussein envahit le Koweït et menace l'Arabie Saoudite voisine. Ben Laden propose au gouvernement saoudien de faire venir ses vétérans afghans, vainqueurs des soviétiques, pour qu'ils protègent le royaume contre l'envahisseur irakien. Seuls les combattants d'Allah, dit-il, peuvent défendre les lieux saints de l'islam. Mais la famille royale préfère la protection offerte par le président américain George Bush. Ben Laden a été poliment éconduit. On lui a dit que le Koweït n'était pas l'Afghanistan.
Merci beaucoup, on vous rappellera. Les Saoudiens laissent l'armée américaine utiliser le royaume comme base arrière pour chasser Saddam Hussein du Koweït. Pour Ben Laden, ce déploiement de troupes américaines dans le désert est la preuve formelle que les États-Unis sont bien le grand infidèle et que tous les alliés des Américains au Moyen-Orient sont les ennemis d'Allah. Il commence à prêcher le renversement de la dynastie des Saouds. Au même moment, de l'autre côté du globe, Al-Qaïda sort ses griffes. New York, 5 novembre 1990. Un Égyptien de 34 ans, El Saïd Nozer, se coiffe d'une kippa et met un Magnum 357 dans sa poche. Il fréquente la mosquée Al-Farouk de Brooklyn, principale base du djihad aux États-Unis. L'homme pénètre dans le salon de réception de cet hôtel de Manhattan. Le rabbin Meir Kahane, fondateur d'un groupuscule violent, la Ligue de défense juive, termine une harangue devant ses adeptes. Au moment où il descend de la tribune, Nozer sort son arme et tire 2 coups, dont l'un atteint mortellement le rabbin à la gorge. Il s'enfuit, mais un employé des postes lui tire dessus et la police l'arrête. L'assassinat de Kahane a été présenté au public et aux forces de l'ordre comme l'acte d'un arabe fou contre un juif dément. Ce n'était pas le cas. On comprend aujourd'hui qu'il s'agissait en fait de la toute première action terroriste majeure commise sur le territoire américain par les islamistes radicaux, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Al-Qaïda. Le FBI et la police perquisitionnent au domicile de l'assassin à Cliffside Park, dans le New Jersey. Ils y découvrent plus de 1000 munitions, des formules de fabrication de bombes, des manuels d'entraînement de l'armée américaine et une liste noire d'autres personnalités juives. Ils apportent les 47 cartons de leur butin à ce commissariat de quartier. C'est une mine de renseignements, mais les autorités, le procureur, la police de New York, le FBI, ne s'y intéressent que superficiellement. Le FBI enquête sur des suspects qui fréquentent la mosquée Al-Farouk, mais pas sur la mosquée elle-même, ratant ainsi l'occasion de découvrir qu'elle sert de couverture à une cellule terroriste liée à Ben Laden et à Al-Qaïda et dont les ramifications vont croissant. L'étape suivante sur la route qui mène au 11 septembre, ce sera une conversation informelle entre 2 amis d'enfance, dont le plus cher désir est de se rendre aux États-Unis pour faire exploser des gratte-ciel. Khartoum, Soudan, avril 1991. Accompagné de ses 4 épouses, de ses nombreux enfants et d'un noyau dur de partisans, Oussama Ben Laden s'installe dans cette capitale défavorisée de l'Est africain. Il vit désormais en exil, loin de l'Arabie saoudite qu'il a vu naître. Il a conclu un accord avec le régime islamiste intégriste soudanais qui lui fournit asile et protection en échange de l'argent et des armes d'Al-Qaïda. Pakistan, été 1992. Un jeune Pakistanais du nom de Ramzi Youssef apprend à fabriquer des bombes artisanales dans un camp d'entraînement de l'organisation. Surnommé le chimiste, ce jeune homme de 24 ans, amateur de costumes de marque, a obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité dans un collège technique du Pays de Galles. Il bavarde au téléphone avec un ami d'enfance, Abdul Mourad.
Il lui explique le but qu'il s'est fixé. Aller en Amérique, faire sauter des gratte-ciel et tuer des juifs, le plus grand nombre possible. Mourad lui donne une idée. Il lui dit, tu sais, il y a beaucoup de juifs à New York. Et il ajoute, ils sont nombreux à travailler au World Trade Center. L'idée est née. Il ne reste plus qu'à la faire germer et à élaborer un plan. New York, 1er septembre 1992. Un avion en provenance de Karachi se pose sur l'aéroport Kennedy. Ramzi Youssef est à bord, en première classe. Il voyage en compagnie d'un terroriste palestinien du nom de Ahmed Hajjaj. Les deux hommes débarquent et se présentent côte à côte au contrôle des passeports devant deux comptoirs voisins. Ramzi Youssef, 1,82 m, vêtu d'un costume 3 pièces afghan en soie, présente un faux passeport irakien parfaitement imité et demande l'asile politique. En interrogeant Ahmed Hajjaj, les agents de l'immigration découvrent qu'il est porteur de plusieurs passeports, des faux grossiers et d'un sac regorgeant de manuels de fabrication de bombes. Sauf à porter un t-shirt marqué terroriste, il ne pouvait pas afficher plus clairement ses intentions. La police des frontières place l'homme en garde à vue et le conduit à ce centre de détention. Youssef, lui, est autorisé à entrer sur le territoire américain, muni d'une convocation devant un magistrat de l'immigration. Le scénario a fonctionné à merveille. Hajjaj a produit un écran de fumée tel qu'il a permis à Ramzi Youssef, véritable Mozart du terrorisme, de passer la frontière. Youssef remonte la file de taxi pour trouver un chauffeur pakistanais. Il lui tend un bout de papier portant une adresse, 552 Atlantic Avenue, Brooklyn. « Mon frère, j'arrive de Karachi, lui dit-il. Mes amis régleront la course. » Le taxi le conduit à la mosquée Al-Farouk, où il reçoit la bénédiction de l'imam égyptien aveugle qui dirige désormais ce lieu de culte, le cheikh Omar Abdelrahman. Le cheikh aveugle, comme on l'appelle, est un allié d'Oussama Ben Laden. Il a donné son aval au plan de Youssef. Garer un véhicule piégé dans les sous-sols du World Trade Center. Pendant l'automne et l'hiver, le terroriste et 3 fidèles de la mosquée travaillent d'arrache-pied dans cet entrepôt de Jersey City, en face de Manhattan, sur l'autre berge de l'Hudson. Sous la direction de Youssef, ils assemblent le dispositif qui, il l'espère, fera s'écrouler les tours jumelles et surtout tuera des milliers de victimes. 26 février 1993. 2 bras du terrorisme islamique s'unissent pour détruire cet emblème de l'hégémonie des États-Unis. Le cheikh aveugle fournit la main-d'œuvre et la bénédiction. Ramzi Youssef, le savoir-faire des artificiers. Et à l'arrière-plan, plane l'ombre grandissante d'Al-Qaïda, contrôlée par Oussama Ben Laden. Youssef bourre une camionnette de location d'un mélange explosif, 681 kg d'engrais, de mazout et de nitroglycérine. Vers midi, les 4 hommes garent le véhicule dans un parking, au 2e sous-sol de la tour nord du World Trade Center. Quelques minutes plus tard, Youssef allume la mèche et s'enfuit. Midi 17. L'explosion creuse un trou sur 7 étages de la tour et tue 6 personnes. De l'autre côté de l'Hudson, Youssef contemple la colonne de fumée qui monte au-dessus de Manhattan. Il sait qu'il a échoué. La bombe n'était pas assez puissante.
Le soir même, il reprend le taxi pour l'aéroport. Avant l'attaque, il avait préparé une lettre revendiquant l'attentat au nom de ce qu'il appelle le 5e bataillon de l'armée de libération. Selon une source du FBI, Youssef appelle un complice depuis l'aéroport et lui dicte une nouvelle conclusion pour sa lettre. Aujourd'hui, nos calculs manquaient de précision. Mais nous vous promettons que la prochaine fois, ils seront très précis. Et le World Trade Center sera l'une de nos cibles. Là-dessus, Youssef embarque en première classe sur le vol en partance pour Karachi. J'ai du mal à faire comprendre aux gens à quel point ces hommes sont dangereux. Le zèle et le fanatisme de leurs croyances, leur désir absolu de détruire la civilisation occidentale. L'acharnement de Ramzi Youssef a infligé un coup encore plus dévastateur à l'Occident est tel que cet homme va jouer un rôle clé dans ce qui sera l'attentat du 11 septembre. Pakistan, juillet 1994. Le département d'État américain inonde le pays de 37 000 pochettes d'allumettes à l'effigie du terroriste Ramzi Youssef et promet une prime de 2 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation. Au cours de l'année écoulée, le FBI a en effet découvert des relevés bancaires et des empreintes digitales, prouvant qu'il était le cerveau de l'attaque au camion piégé contre le World Trade Center. Le jeune ingénieur, friand de costumes de marque, vit effectivement au Pakistan, son pays natal. Mais il est bien protégé par la communauté islamiste radicale. Et l'échec de son attentat contre les tours de Manhattan lui reste en travers de la gorge. Août 1994. Dans un entrepôt abandonné de la ville de Lahore, Youssef enseigne à son ami Abdul Mourad l'art de fabriquer des bombes. Il appelle ça « faire du chocolat ». Mourad est rentré au Pakistan après 2 ans de formation dans des écoles de pilotage au Texas, en Caroline du Nord et à New York. L'idée de poser une bombe sous le World Trade Center venait de lui. Désormais, les 2 amis concoctent ensemble de nouvelles recettes pour tuer le plus grand nombre possible de civils. C'est Mourad qui a eu l'idée. On pourrait prendre un avion et le transformer en bombe. En l'écrasant contre un gratte-ciel, on tuerait beaucoup de monde. Karachi, Pakistan. Les 2 hommes ont rendez-vous dans un restaurant sur Tariq Road. Ils exposent leur idée à un homme susceptible de les aider à la concrétiser. Cet homme, c'est l'oncle au bras long de Youssef, Khalid Sheikh Mohammed, l'ingénieur diplômé de Caroline du Nord, qui s'est battu aux côtés de Ben Laden en Afghanistan. Il suggère une mission suicide, précipiter un avion de ligne rempli de carburant contre le quartier général de la CIA de Langley, en Virginie. Intrigué, l'oncle de Youssef veut en savoir plus. Il presse Mourad de questions sur la durée de la formation d'un pilote et le système d'examen. Il lui demande même des adresses d'écoles aux États-Unis. À l'évidence, le seul homme capable de financer cette opération est son ancien compagnon d'armes, Oussama Ben Laden. Hambourg, 1994. Au-delà du Moyen-Orient et de l'Amérique, la mainmise de Ben Laden sur les militants islamistes arabes s'étend désormais à l'Europe. Hambourg héberge des islamistes intégristes qui partagent les convictions du chef d'Al-Qaïda. Dans une résidence de ce campus universitaire, 4 militants islamistes
l'un des hommes qui vont commettre l'attentat suprême contre l'Amérique subit une sinistre transformation. Mohamed Atta, 27 ans, étudiant égyptien de 3e cycle, fait les 100 pas dans son studio, chaussé de tongs bleus. Sa famille est installée au Caire, où son père est avocat. Il est venu en Allemagne pour obtenir une maîtrise d'urbanisme. Son sérieux, sa discipline et ses compétences techniques lui valent les éloges de ses professeurs. Pour impressionner un Allemand, il faut être perfectionniste, et il l'était jusqu'au bout des ongles. Mais comme beaucoup d'autres jeunes Arabes, Atta bout de colère et de frustration. Il hait le pouvoir en place en Égypte. Ce régime répressif qui est l'allié des États-Unis et qui a fait la paix avec Israël. Pendant ses études à Hambourg, il épouse la cause de l'islam radical. Sa garde-robe est chiche, un pantalon de coton et un pull tricoté par sa mère. Et son colocataire le voit souvent se contenter d'une purée de pommes de terre, mangée à même la casserole. Quand il n'avait plus faim, il la remettait dans le frigo, fourchette comprise, et la ressortait le lendemain pour en reprendre. Atta prie 5 fois par jour, où qu'il se trouve. À la mosquée qu'il fréquente, il entend parler du djihad et des martyrs d'Allah. Il ignore encore tout du complot du 11 septembre, mais son cheminement spirituel et mental l'y prépare de manière irréversible. Khartoum, Soudan, 1994. Cela fait 3 ans qu'Oussama Ben Laden dirige Al-Qaïda depuis son quartier général d'Afrique de l'Est. Al-Qaïda est devenue une organisation terroriste internationale, avec des agents opérationnels en Égypte, au Yémen, en Somalie, en Bosnie et en Tchétchénie. C'est à cette époque que le réseau terroriste apparaît sur les écrans radars de la CIA. Dans une note envoyée à la Maison-Blanche, l'agence mentionne le nom de Ben Laden et précise que son quartier général soudanais, qualifié, je cite, de fondation Ford pour le terrorisme islamique sunnite, finance des attentats dans le monde entier. On avait beaucoup de présomptions, sans pouvoir dire où elles menaient. Ben Laden était-il une vraie menace ou juste un autre milliardaire saoudien qui arrosait les radicaux? On le voyait partout, comme Elvis. Chaque article sur un attentat terroriste perpétré n'importe où dans le monde citait Ben Laden. On se demandait s'il existait vraiment. Les agents en poste au Soudan sont autorisés à surveiller Ben Laden, mais rien de plus. Les camps d'entraînement d'Al-Qaïda deviennent des usines à terroristes, produisant à la chaîne des combattants qui retournent chez eux, prêts à mourir pour le djihad. Une fois entraîné, chaque combattant rentrait au pays pour en former 1 ou 2 autres, et ainsi de suite. C'était une croissance exponentielle. Il fonctionne comme les services secrets. Et on sait que certains instructeurs peuvent être très patients. Fin 1994, 3 hommes très persévérants et viscéralement dévoués au djihad, Ramzi Youssef, son ami Abdul Mourad et son oncle Khalid Sheikh Mohammed, entament la préparation de l'attentat. Manille, Philippines, 6 janvier 1995. Le cerveau de l'attentat au camion piégé contre le World Trade Center, Ramzi Youssef, a quitté le Pakistan pour s'installer ici. Dans cet immeuble de 6 étages, sur le boulevard Président Quirino, il a aménagé un atelier terroriste avec son vieil ami, Abdul Mourad. La cuisine a été transformée en fabrique de bombes. Alors qu'il manipule des explosifs, c'est l'accident.
et le mélange prend feu. Une fumée âcre force les deux hommes à sortir de l'appartement et attire l'attention de la police. Youssef se réfugie dans un bar voisin, mais envoie son complice sur les lieux pour récupérer l'ordinateur portable où sont archivés ses projets d'attentat. La police interpelle Mourad alors qu'il tente de fuir et saisit également le portable. Youssef observe la scène de l'autre côté de la rue. Dans l'heure qui suit, il achète un billet d'avion de première classe pour Singapour et quitte discrètement le pays. Plusieurs jours plus tard, dans l'enceinte de cette base militaire, la police philippine interroge Abdul Mourad. Il refuse de coopérer. Les policiers le rouent de coups jusqu'à lui briser les côtes. Ils lui écrasent des cigarettes dans les oreilles et sur les organes génitaux. Il réchappe de justesse à une séance de gavage d'eau. Au bout d'un mois, il finit par craquer. Il décrit en détail les complots terroristes échafaudés avec Ramzi Youssef. Ils avaient entre autres l'intention d'assassiner le pape Jean-Paul II. Et grâce à un détonateur sophistiqué conçu par Youssef, il comptait faire exploser 12 avions de ligne américains au-dessus de l'océan Pacifique. Mourad avoue également qu'il projetait de piloter lui-même un avion suicide contre le quartier général de la CIA en Virginie. Et au dire de ce colonel de l'armée philippine, Rodolfo Mendoza, Mourad détaille une opération encore plus audacieuse. Des commandos de kamikazes se prépareraient à détourner des avions commerciaux pour les écraser contre des cibles stratégiques sur le territoire américain. Ils avaient au moins 10 terroristes islamistes en formation dans des écoles américaines de pilotage. Le plan était sur les rails et tous les détails étaient sur le PC portable de Youssef. Ils avaient retenu 7 cibles, le Trade Center, le Pentagone, une centrale nucléaire, le siège de la CIA, les tours Sears et Transamerica et la Maison Blanche. Le colonel Mendoza affirme qu'il a transmis ces informations au FBI. L'agence reconnaît avoir reçu ce rapport, mais soutient qu'il ne comportait aucun détail sur les préparatifs de l'attentat du 11 septembre. La récompense de 2 millions de dollars promise par le FBI pour toute information sur Ramzi Youssef ouvre enfin une piste. Islamabad, Pakistan, 7 février 1995. Les autorités américaines ont confirmation que le terroriste se cache dans une villa appartenant à Oussama Ben Laden. Une équipe d'agents américains et pakistanais traverse Islamabad en trombe en direction de la maison d'hôte Soukaza. Ils se sont rués hors des voitures, ont grimpé l'escalier, défoncé la porte de sa chambre. Il était au lit. Ils l'arrêtent et le jettent en prison. Mais son oncle, Khalid Sheikh Mohammed, installé dans une chambre voisine, parvient à sortir sans être inquiété et disparaît dans la clandestinité de la nébuleuse terroriste. C'est à lui qu'il incombe désormais de mettre à exécution le plan échafaudé par son neveu pour détruire les symboles de la toute-puissance américaine. Moins de 36 heures après son arrestation, les agents du FBI transfèrent Youssef en hélicoptère à la prison new-yorkaise où il attendra son procès. L'itinéraire longe les tours jumelles. L'un des agents soulève la cagoule du prisonnier et lui montre le World Trade Center. « Tu vois, elles sont encore debout », lui dit-il. Ramzi Youssef réplique que s'il avait eu plus de temps et d'argent, il les aurait réduites en poussière. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
La Mecque, Arabie Saoudite, mai 1995. L'étudiant égyptien Mohamed Atta accomplit le Hajj, le pèlerinage rituel des croyants sur le lieu le plus sacré de l'islam. Une expérience qui le marque profondément. Une fois de retour à Hambourg, il se désintéresse de ses études. C'est l'islam intégriste qui rythme désormais sa vie quotidienne. Peu de temps avant sa remise de diplôme, une bourse de stage lui permet de rentrer au Caire. Il cherche du travail, mais l'urbaniste en chef de la capitale n'a rien à lui proposer. Autour de lui, tout n'est que corruption et népotisme. Un monde qu'il n'arrive pas à déchiffrer. Je pense qu'à chacun de ses voyages au Caire et pendant son séjour en Allemagne, ses frustrations n'ont fait que s'aggraver. Et à mon avis, petit à petit, il s'est laissé séduire. En 1996, Mohamed Atta fréquente déjà assidûment la mosquée Al-Quds à Hambourg. Un foyer d'agitation intégriste où parmi les fidèles réunis pour la prière du soir se trouve au moins un agent recruteur d'Al-Qaïda. Atta se rallie à ce groupe de jeunes musulmans qui se sentent exclus et spoliés. Ils écoutent des imams haineux réclamer le sang des juifs, des chrétiens et même des musulmans qui se sont écartés de la vraie foi. On leur explique que les martyrs d'Allah seront récompensés au paradis par les plaisirs de la chair auprès de 72 jeunes vierges. Jalalabad, Afghanistan, été 1996. Ben Laden est de retour sur la terre qu'il a consacrée combattant de Dieu. Il a été expulsé du Soudan suite aux pressions exercées par les États-Unis et l'ONU pour que le gouvernement retire sa protection au chef d'Al-Qaïda. Il arrive en Afghanistan au début de l'été 1996. Et que fait-il? Il s'installe dans un camp près de Jalalabad où il rédige une longue déclaration de guerre contre les États-Unis. Il appelle à un nouveau djihad pour chasser les troupes américaines d'Arabie Saoudite. Il compte déclencher cette guerre sainte depuis son quartier général afghan. Ça a été un choc pour nous. Ses intentions étaient très claires dès le départ, mais personne n'y avait fait attention. Septembre 1996. Une secte d'islamistes rigoristes, les talibans, s'empare de Kaboul, la capitale afghane, et prend le pouvoir. En échange des largesses financières d'Al-Qaïda, ceux-ci acceptent de donner asile à Ben Laden et à son organisation. La toute récente cellule Ben Laden, mise en place par la CIA, apprend qu'Al-Qaïda a constitué un comité militaire pour préparer des complots contre les intérêts américains dans le monde entier, et que Ben Laden a cherché à acheter des armes nucléaires et chimiques. Dans son nouveau quartier général, il commence à recevoir les terroristes en quête de financement pour monter leurs attentats. Ils attendaient que des indépendants viennent leur dire « j'ai un projet, je vais attaquer ceci, faire sauter cela, assassiner un tel ». Et si l'opération leur plaisait, ils la finançaient. Ça fonctionnait comme une franchise. L'un de ces franchisés est Khalid Sheikh Mohammed. Au cours de l'année 1996, il rencontre son ancien compagnon d'armes, Oussama Ben Laden, au camp de Tora Bora en Afghanistan. Depuis l'arrestation de son neveu Ramzi Youssef un an auparavant, il est recherché pour terrorisme par le FBI. C'est par ses initiales, KSM, que les services secrets font désormais référence à l'homme qui s'était enfui d'Afghanistan au nez et à la barbe des agents fédéraux. KSM expose à Ben Laden les nombreux attentats imaginés par son neveu.
Le plus risqué consiste à précipiter des avions commerciaux sur des sites stratégiques américains, tels que les tours jumelles de Manhattan. Ben Laden écoute avec attention. Il sait que si l'opération réussit et que les États-Unis exercent des représailles contre Al-Qaïda, il obtiendra ce qu'il veut. Une bataille contre le grand Satan, sur son propre terrain. Les deux hommes entament ensemble les préparatifs de l'attaque. Mais pour celle-ci, il leur faut entraîner les commandos de pirates de l'air, qui accepteront de sacrifier leur vie pour détruire les sites emblématiques de la suprématie américaine. Et sous peu, Ben Laden s'adressera directement au peuple américain pour lui déclarer sa guerre sainte. Il a dit « Je prédis un jour noir pour les États-Unis. Après ça, ils ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui. » Durant les années qui suivent, le chef d'Al-Qaïda va multiplier les indices annonciateurs de ce jour funeste. Mais même dans leurs cauchemars les plus fous, les Américains sont à 1000 lieues d'imaginer ce qui les attend. « 1997. L'économie américaine est en plein boom. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 28 ans. Et à la bourse, les actions Internet crèvent le plafond. Le président de la Réserve fédérale caractérise cette période d'une formule « exubérance irrationnelle ». Mais dans les années qui vont suivre, Oussama Ben Laden va multiplier les signes annonciateurs d'une journée noire d'un autre type. Afghanistan. La CIA commence à recueillir des renseignements sur les déplacements quotidiens du chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Et les analystes américains étudient la faisabilité d'une embuscade pour le capturer, et non pour le tuer. Les États-Unis veulent le juger pour plusieurs crimes, entre autres la formation des individus qui ont abattu 2 hélicoptères et tué 18 soldats américains en Somalie, en octobre 1993. Mais Ben Laden a renforcé ses mesures de sécurité. Il se déplace sans arrêt à travers tout l'Afghanistan pour passer en revue les troupes de ses nombreux camps d'entraînement. Ensuite, il retourne à Tarnak, près de Kandahar, où il réside avec 3 de ses 4 épouses et plusieurs de ses enfants. D'une certaine manière, son quotidien s'apparente à celui d'un homme d'affaires. Il prenait son panier repas le matin, allait à Kandahar voir comment ses affaires marchaient, discutait avec les chefs talibans et rentrait chez lui. Au printemps 1998, le plan de la CIA visant à enlever Ben Laden reçoit l'approbation tacite de la Maison-Blanche. Le 20 mai, la CIA organise une répétition générale avec ses alliés, les milices afghanes opposées à Ben Laden et aux talibans. D'après le plan, ces miliciens doivent capturer le chef d'Al-Qaïda et le conduire à un terrain d'atterrissage en plein désert. De là, il sera exfiltré. La même semaine, dans une tente d'un camp situé loin de tout dans le sud de l'Afghanistan, Ben Laden enregistre une interview avec le correspondant de ABC News, John Miller, et profite de cette occasion pour déclarer la guerre aux États-Unis. Avant d'accepter cette interview, il a exigé de savoir quelles questions lui seraient posées et si l'émission serait diffusée en prime time ou pas. Il se présentait officiellement en tant que chef terroriste. Il fallait qu'il le fasse devant les Américains sur une chaîne d'information américaine. Son message est limpide. Il exige le départ des forces américaines stationnées en Arabie Saoudite depuis la première guerre du Golfe en 1991.
Dans le cas contraire, il brandit la menace d'attaque comme celle du camion piégé du World Trade Center en 93, organisé par le Pakistanais Ramzi Youssef. Ben Laden a dit beaucoup de choses qui, à l'époque, je dois le reconnaître, relevaient de l'improbable. Il déclarait la guerre aux États-Unis. Très bien. Et vous, quelle armée? Au bureau de la CIA d'Islamabad, au Pakistan, les agents attendent le feu vert de Washington pour activer le plan de capture. Mais au dernier moment, une photo satellite du camp du chef d'Al-Qaïda révèle un problème. On y aurait vu une balançoire. Il y avait donc des enfants, et on nous a dit « Certains risquent de mourir en cas de fusillade. Et il y en aura forcément une, car il est impossible d'entrer, de kidnapper Ben Laden et de repartir discrètement. » Les autorités américaines ne sont pas prêtes à risquer la vie de civils et d'enfants. La mission est donc annulée. Hambourg, printemps 1998. Mohamed Atta vient de reprendre ses cours en 3e cycle, après 3 mois d'une pause imprévue. Rares sont les informations sur ses déplacements lors de cette longue interruption. Il demande un nouveau passeport, alors que l'ancien n'est pas encore arrivé à expiration. Peut-être essaie-t-il de dissimuler un voyage dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Ici, à Wilhelmsburg, au sud de Hambourg, il loue un 2 pièces au 3e étage. Il paie un loyer de 210 € pour un appartement qui sert de pied-à-terre à de nombreux Arabes. Les persiennes sont toujours baissées. Et les voisins du dessous n'entendent jamais ni radio ni télévision, uniquement des pas et des voix étouffées. 2 hommes vont travailler sous les ordres d'Atta pour effectuer l'attaque du 11 septembre. Le premier, âgé de 26 ans, s'appelle Ramzi Ben Al-Shaiba. Atta l'a rencontré à la mosquée Al-Quds, l'une des plus radicales d'Allemagne. Les gens avaient peur de ce qu'ils en entendaient dire. Les parents prévenaient leurs enfants de ne pas y aller. On y prêchait un message à la fois très violent, mais aussi très fédérateur. Et la combinaison des deux est redoutable. À la mosquée, le comportement froid et parfois brusque d'Atta est contrebalancé par la bonne humeur et l'espièglerie de Ben Al-Shaiba. On le considère comme le pacifiste d'Al-Quds, où les 2 amis enseignent le Coran aux jeunes hommes. Parmi ceux qui fréquentent le lieu de culte, on trouve Marwan Al-Shehi. Ce jeune homme de 20 ans a grandi aux Émirats arabes unis, où son père dirigeait la prière dans une mosquée. C'est un orateur né. Sa personnalité attachante et ses connaissances sur l'islam et le Coran attirent les autres. Le trio se retrouve pour prier. Et c'est Al-Shehi qui incite Atta et Ben Al-Shaiba à épouser l'interprétation extrême que les islamistes font du djihad, qui les conduira à accepter de devenir les martyrs d'une mission suicide. Al-Shehi sait que le djihad est la réponse. Apparemment, sa force de caractère, selon moi, a été cruciale. Il a peut-être été l'élément qu'il fallait pour se débarrasser de la peur et du mystère entourant le djihad. Un 4e homme se joint au groupe plus tard, dans l'année 98. Toujours à Al-Quds, Ben Al-Shaiba sympathise avec Ziad Jarrah, un étudiant libanais de 23 ans inscrit en école d'ingénieur. Celui-ci suit des cours d'aéronautique à l'Université des sciences appliquées, à une quinzaine de kilomètres d'où Atta étudie l'urbanisme. Dans les années 80 à Beyrouth, Jarrah a été scolarisé dans des établissements chrétiens privés et a goûté à la vie de la classe moyenne, à la mode occidentale.
Séduisant et drôle, il promenait ses conquêtes dans la Mercedes de son père. Et en Allemagne, il entretient une relation avec une étudiante en école dentaire du nom de Hazel Sengen, une fille d'immigrés turcs. Ils se sentent proches l'un de l'autre, malgré leurs personnalités très différentes. Elle est extravertie et indépendante, lui, de plus en plus discret et réservé. Hazel et Ziad se disputent souvent, se séparent puis se réconcilient. Hazel le tyrannise. Quand il n'est pas là, elle l'appelle, même en pleine nuit. Un soir, il ne répond pas, mais elle sait qu'il n'est pas avec une autre femme, mais avec ses copains de la mosquée. Nairobi, Kenya, 7 août 1998. Oussama Ben Laden tient ses promesses. Il y a moins de 2 mois que sa déclaration de guerre a été retransmise lorsqu'un camion rempli de bombes explose devant l'ambassade américaine, soufflant la façade du bâtiment. Et 5 minutes après, une deuxième déflagration détruit presque intégralement l'ambassade américaine de Dar es Salaam en Tanzanie. Ces 2 attaques font plus de 200 morts, dont 12 Américains, mais la plupart des victimes sont des musulmans. Deux semaines plus tard, le président Bill Clinton ordonne des représailles. Today, I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan. Les États-Unis lancent des missiles de croisière Tomahawk contre des objectifs en Afghanistan et au Soudan. Entre autres, une usine pharmaceutique de Khartoum qui produisait, soi-disant, des substances chimiques servant à fabriquer des gaz neurotoxiques. Mais pour un certain nombre d'Américains, ces frappes ne sont qu'une diversion pour faire oublier une autre crise. À Washington, le scandale de l'affaire Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison-Blanche, bat son plein. Frontière afghano-pakistanaise, automne 98. Des manifestations montrent que les attentats contre les ambassades font monter la cote d'Oussama Ben Laden. Quand je suis retourné en Afghanistan et au Pakistan en 1998, j'ai vu que les gens commençaient à lui ressembler. Ils arboraient des t-shirts Ben Laden. Et un de mes amis Pashtun m'a dit « Vous n'imaginez pas combien de bébés nés cette année s'appellent Oussama ». Ben Laden se penche alors sur d'autres opérations, dont un assaut suicide contre un navire de guerre américain et un projet encore plus ambitieux qu'il baptise l'opération Avion. Un plan qui consiste à utiliser des avions de ligne pour frapper des cibles civiles au cœur de l'Amérique. Washington, 4 décembre 1998. À la Maison-Blanche, le programme du briefing journalier de ce 4 décembre prévoit une mise en garde. Al-Qaïda préparerait le détournement d'un avion pour imposer la libération du cheikh aveugle Omar Abdelrahman et de Ramzi Youssef. Ces 2 hommes purgent une peine à perpétuité dans des prisons américaines. Le cheikh pour un complot visant à détruire des ponts et des tunnels new-yorkais, Youssef pour l'attentat de 1993 contre le World Trade Center. En réaction à cette mise en garde, les responsables de l'antiterrorisme de la Maison-Blanche placent les aéroports de New York sous sécurité maximum. Mais il n'y a pas d'attaque, et le 31 janvier 1999, l'alerte est levée. Clinton autorise alors l'emploi de tous les moyens pour neutraliser Ben Laden. À Hambourg, la déclaration de guerre de Ben Laden contre les États-Unis a fait une impression profonde sur Atta et ses coreligionnaires. En l'espace d'1 an, les 4 hommes se rendent au quartier général du chef d'Al-Qaïda en Afghanistan. Kandahar, Afghanistan, février 1999.
Oussama Ben Laden profite de ses vacances pour chasser au faucon dans le désert. La CIA a reçu l'aval du président des États-Unis pour s'emparer de lui, mort ou vif. Les combattants afghans, alliés de l'Amérique, installent des équipements capables de localiser un objectif en vue de sa destruction. La marine américaine se prépare à lancer des missiles Tomahawk. Tout est prêt, ne manque plus que la localisation exacte de la cible. Question de Washington. Dans quelle tente se trouve Ben Laden? Quand y est-il? Où va-t-il faire ses besoins? Y a-t-il une tente qui fait office de mosquée pour qu'on ne la frappe pas? Une photo satellite montre alors Ben Laden chassant aux côtés du prince consort des Émirats arabes unis, une nation qui doit sa fortune au pétrole et qui entretient de bonnes relations avec les États-Unis. Une fois de plus, l'opération se complique. Les responsables de la CIA et de l'armée estiment le nombre de pertes à 200 ou 300 civils. Pour ajouter à la confusion, le président américain est mis en accusation pour faux témoignages et entrave à la justice. Le Sénat doit voter d'ici quelques jours sa destitution éventuelle. Malgré tout cela, Clinton et ses conseillers doivent se concentrer sur un autre dilemme. Peuvent-ils tuer des civils et détériorer les relations avec les nations arabes amies pour éliminer un terroriste dont presque aucun citoyen américain n'a jamais entendu parler? Une nouvelle fois, la Maison-Blanche annule l'intervention militaire. On a décidé de ne pas tirer par crainte de tuer le prince arabe, alors que le monde grouille de princes arabes. Et comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ben Laden quitte le camp 2 jours plus tard. Le même jour, le 12 février 1999, le Sénat prononce l'acquittement du président Clinton. Ben Laden prépare désormais l'opération Avion. Sa stratégie vise entre autres à provoquer une invasion américaine en Afghanistan. Selon lui, cette agression permettrait de fédérer les forces du djihad contre le Grand Satan. Un remake, en quelque sorte, de la guerre contre les troupes soviétiques. Depuis la grotte de Tora Bora, qui lui sert de quartier général, Ben Laden a dévoilé son plan au rédacteur en chef d'un journal arabophone basé à Londres. Il m'a dit, il est très difficile d'aller combattre les Américains sur leur propre terrain. Mais si j'arrive à les faire venir pour les affronter sur le mien, je réussirai, je les vaincrai. Pour mener à bien l'opération Avion, Ben Laden a besoin d'hommes de confiance, embrassant l'idéal de la glorification de la mort prêchée par l'islam radical. Des hommes prêts à mourir en martyrs pour la grandeur d'Allah. Printemps 1999. Khalid Sheikh Mohammed, KSM comme le surnomment les services de renseignement américains, rencontre Oussama Ben Laden dans un camp d'Al-Qaïda non loin de Kandahar. Les deux hommes n'ont jamais été proches, mais l'intérêt grandissant que Ben Laden porte à l'opération Avion a convaincu KSM d'abandonner son statut d'indépendant et de se rallier à Al-Qaïda. Ils étudient les cibles éventuelles au rang desquelles figurent la Maison-Blanche, le Capitole, le Pentagone et le World Trade Center. Cet automne-là, 4 jeunes disciples de l'islam radical quittent Hambourg pour un camp d'entraînement terroriste d'Al-Qaïda du sud-est de l'Afghanistan. Ils remplissent des formulaires d'inscription comportant des détails sur leurs études, leur formation professionnelle et les langues étrangères qu'ils pratiquent. Les gens pouvant voyager sans qu'on leur pose trop de questions, les gens parlant anglais, les gens vivant en Occident étaient prisés. Donc c'était pour eux, mais aussi pour les savoirs qu'ils apportaient qu'on les a choisis. La dernière question posée est: participeriez-vous à une opération du djihad? Ils sont ensuite invités dans la résidence personnelle de leur chef dans le camp. Un honneur rare pour les recrues d'Al-Qaïda.
Ben Laden leur demande s'ils sont prêts à exécuter une mission pour le djihad aux États-Unis. Ben al-Shaïba et al-Shehi ont de longue date épousé l'idéal du martyr. Mais Atta, lui, envisage depuis quelque temps de rentrer en Égypte pour s'occuper de sa mère malade. Quant à Jarrah, il vient d'épouser sa compagne turque. Pourtant, tous les quatre acceptent et prêtent un serment de fidélité à Ben Laden. Tous savaient avant de quitter Kandahar qu'ils mourraient pour Allah. Comment? Ils l'ignoraient. Où? Ils l'ignoraient. Ils ne connaissaient pas précisément les détails, si bien que si un ou plusieurs d'entre eux étaient arrêtés, ils ne pouvaient pas révéler la totalité des détails de l'opération. Ben Laden désigne Mohamed Atta, l'aîné et le plus instruit du quatuor, pour être le chef du groupe. Obéissant, celui-ci va porter une attention quasi obsessionnelle aux détails. Mohamed Atta et Ramzi Ben al-Shaïba traversent la frontière afghane pour se rendre à Karachi. Là, pour parfaire leur entraînement, ils retrouvent KSM, qui sera leur trésorier et leur responsable au quotidien. Après des années d'études, le projet de faire s'écraser des avions de ligne sur des bâtiments américains dispose désormais d'un budget, d'un chef et d'un plan. Hambourg, printemps 2000. De retour en Allemagne, les 4 hommes choisis par Ben Laden pour la mission suicide déclarent tous s'être fait voler leur passeport. Ils en reçoivent de nouveaux qui ne font pas apparaître leur séjour en Afghanistan. Avec ces documents vierges, 3 d'entre eux, Mohamed Atta, Marwan al-Shehi et Ziad Jarrah, font une demande de visa pour les États-Unis qui leur est accordée. Mais les autorités américaines refusent son visa au 4e homme, Ramzi Ben al-Shaïba, car ils pensent qu'il risque de vouloir immigrer. Oussama Ben Laden lui cherche donc un remplaçant dans un camp d'entraînement. Ce sera cet homme, Hani Anjour, un Saoudien de 29 ans, déjà inscrit aux États-Unis en tant que pilote professionnel. Celui-ci retourne alors en Amérique pour s'entraîner sur un simulateur à piloter un gros porteur. Newark, New Jersey, 29 mai 2000. Marwan al-Shehi, l'élément de la cellule de Hambourg le plus versé dans le Coran, passe par les services de l'immigration à l'aéroport de Newark. 5 jours plus tard, le chef de la cellule, Mohamed Atta, arrive par le même aéroport. Ziad Jarrah, le Béroutin marié à une jeune Turque, arrive lui le 27 juin. Il s'envole pour Venice, en Floride, et commence à prendre des cours de pilotage au Florida Flight Training Center. Il faisait preuve d'esprit d'initiative et faisait attention aux détails. Il était intelligent et il avait le potentiel pour devenir un bon pilote de ligne. Quelques semaines plus tard, Atta et al-Shehi font eux aussi leur apparition à Venise. Ils s'inscrivent à Huffman Aviation pour prendre des cours et louent ce bungalow rose de Nokomis, à quelques minutes de l'école de pilotage. Leur propriétaire était impressionné car même l'été, il ne branchait pas l'air conditionné. Mi-août, Jarrah, Atta et al-Shehi sont reçus à leur examen. Ils reçoivent leur licence de pilote privé, mais ils n'ont pas les connaissances pour piloter un avion de ligne. Ils s'inscrivent donc à une formation sur simulateur pour se perfectionner. Les 3 hommes n'ont jamais piloté de gros porteurs, mais fin 2000, ils en savent suffisamment pour en guider un jusque sur une cible. À 110 km de là, sur cette base de l'armée de l'air de Tampa en Floride, le commandement des opérations spéciales analyse un document signalant que Atta et al-Shehi seraient des membres d'une cellule d'Al-Qaïda opérant sur le sol américain. Les autorités décident de ne pas communiquer ce renseignement au FBI, en partie parce que ces hommes sont titulaires de visas parfaitement valables et peut-être parce que les militaires n'ont pas la compétence juridique pour les mettre sous surveillance.
Kandahar, Afghanistan. Ben Laden cherche d'autres volontaires dans ses camps d'entraînement pour frapper au moins 4 cibles majeures aux États-Unis. Khalid Sheikh Mohammed, qui gère le complot pour Ben Laden, annonce avoir besoin d'équipes d'au moins 5 pirates de l'air pour s'emparer de chaque avion. En plus des pilotes, l'équipe comprendra donc des gros bras pour maîtriser l'équipage et les passagers. La plupart sortaient, d'après ce que Khalid Sheikh Mohammed m'a dit, de ce qu'on appelle le département des martyrs de Kandahar. Beaucoup de gens originaires du Yémen, du Soudan et de l'Arabie Saoudite voulaient mourir pour Allah. Ce sont des individus très frustes. Ces hommes reçoivent un entraînement pour accomplir une mission précise. Faire irruption dans le cockpit et prendre le contrôle de l'avion. Certains d'entre eux enregistrent des interviews. Après leur mort, ces images seront montées avec celles du drame qu'ils auront provoqué et apparaîtront dans les vidéos d'embrigadement d'Al-Qaïda. « 20 janvier 2001. George Walker Bush prête le serment qui fait de lui le nouveau président des États-Unis. Après des élections présidentielles particulièrement disputées, la vie reprend son cours en Amérique. L'équipe de football américain des Baltimore Ravens remporte le Super Bowl. Gladiator, le trophée de meilleur film au 73e Oscar. Et 4 membres du réseau terroriste parachèvent leur formation de pilote. Dans les mois qui vont suivre, après avoir découvert le moyen de s'emparer d'un avion de ligne, ils vont s'ingénier à déjouer la sécurité aéroportuaire. Printemps 2001. Mohamed Atta, Marwan al-Shehi, Ziad Jarrah et Hani Hanjour. Les 4 hommes chargés de faire s'écraser les avions qu'ils auront détournés sur les cibles choisies résident au vu et au su de tous aux États-Unis. La plupart des pirates de l'air vivent chacun de leur côté et voyagent séparément pour éviter d'attirer l'attention. Ils louent des voitures et les rendent pour en relouer d'autres. Atta et Al-Shehi se rendent en Géorgie et en Virginie avant de rentrer en Floride. Hanjour s'installe à Patterson, dans le New Jersey, avec un des gros bras, Nawaf Halazmi. Il change d'appartement tous les mois, louant le plus souvent des meublés dans des quartiers périphériques en grande banlieue. L'un d'eux, Ziad Jarrah, ne vit pas aux frais d'Al-Qaïda, mais grâce aux $2000 que sa famille lui envoie tous les mois depuis Beyrouth. Il se déplace dans une Mitsubishi rouge d'occasion et revient au moins 5 fois en Europe voir son épouse, Ezel. Mais les frictions sont permanentes entre Jarrah et son chef. Plus décontracté, Jarrah s'irrite de l'autorité rigoureuse d'Atta, qui commence à soupçonner Jarrah de vouloir renoncer à sa mission. C'est certainement lui, toute proportion gardée, de tous les membres de l'organisation qui risquait le plus de faire éventuellement machine arrière, voire de vendre la mèche. Las Vegas, été 2001. Atta, Al-Shehi et Jarrah se rendent à Las Vegas, la Mecque américaine du jeu. Des documents montrent que Mohamed Atta a payé en liquide pour descendre dans cet hôtel d'une portion miteuse du strip. Personne ne les voit jouer, mais Atta et Jarrah surfent sur Internet dans un café de la ville. Pendant des mois, ils sillonnent le pays sous leur véritable identité, comme le prouvent leur permis de conduire, les registres d'hôtel et les billets d'avion.
Ils ont vécu parmi nous pendant plus d'1 an avant de nous attaquer et personne n'a rien remarqué. Ils n'avaient ni de tête ni des cornes qui nous auraient permis de les identifier comme des gens venus nous tuer. Durant l'été 2001, les services de renseignement américains interceptent de plus en plus de transmissions émanant d'organisations terroristes. Ils apprennent par exemple que Khalid Sheikh Mohammed envisage d'envoyer des terroristes aux États-Unis. Mais cela fait 5 ans que les services secrets essaient en vain de localiser KSM. Ils interceptent également au moins 33 transmissions indiquant une éventuelle attaque terroriste imminente. Un message parle même d'une nouvelle incroyable dans les semaines à venir. Un autre d'un grand événement qui fera un très gros chambardement. La FAA, l'organisme gérant l'aviation civile, adresse un rapport à de grands aéroports américains, dont celui de Newark dans le New Jersey, de Dulles à Washington et de Logan à Boston. Ce document évoque la menace grandissante que représente Ben Laden et la possibilité de détournement. Avant la fin de l'été, la FAA ne reçoit pas moins de 52 avertissements concernant spécifiquement Ben Laden et Al-Qaïda. 5 mentionnent des détournements, 2 d'éventuelles attaques suicides. Au moment même où le nombre de transmissions terroristes augmente, la cellule d'experts en sécurité de la FAA, surnommée l'équipe rouge, constate que les procédures aéroportuaires ne risquent guère d'intercepter un pirate de l'air. Les experts découvrent en effet qu'ils peuvent facilement franchir les contrôles de sécurité avec des armes. Toutes les zones de sécurité testées n'étaient que des trous béants. Rien ne fonctionnait comme la FAA l'exigeait. Nous sommes passés dans environ 90% des cas presque sans problème. D'après les membres de l'équipe rouge, la direction de la FAA ne réagit pourtant pas. Ils affirment même qu'elle aurait enterré leur découverte et empêché la cellule de tester une deuxième fois les aéroports aux performances insuffisantes. Début juillet, les 15 gros bras de l'équipe de pirates de l'air sont aux États-Unis. Leur chef, Mohamed Atta, a accueilli personnellement la plupart d'entre eux à l'aéroport. Tous ont moins de 30 ans, ne sont pas particulièrement musclés, mais ce qui leur manque en stature, ils le compensent par une fidélité aveugle envers Al-Qaïda. Ils croient Ben Laden lorsqu'il les assure qu'ils seront récompensés au paradis pour leur sacrifice. Ce sont les humbles, comme on dit en arabe, qui entendent son message et deviennent des sympathisants d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'il a réussi à recruter ces jeunes et à les envoyer mourir en martyrs, comme il les appelle. À bord d'avions de location et de vols commerciaux, les 4 pilotes reconnaissent les trajectoires de vol qui les mèneront à leurs objectifs. Chacun d'eux voyage en première classe, à bord du type d'appareil dont ils comptent s'emparer. Jarrah et Anjour louent également des avions de tourisme pour parcourir le couloir de l'Hudson, une route aérienne qui les fait passer à basse altitude, à proximité du World Trade Center. Costa Dorada, Espagne, juillet 2001. Mohamed Atta se rend dans un village des bords de la Méditerranée où il retrouve Ramzi Ben Al-Shaiba. Ce dernier, qui s'est vu refuser son visa, fait désormais office d'agent de liaison entre Ben Laden et les pirates de l'air. Lors de cette rencontre, il informe Atta que le chef d'Al-Qaïda veut que l'attaque soit lancée immédiatement. À l'époque, d'après Ben Al-Shaiba, Atta a émis des doutes quant au fait que la Maison-Blanche serait aussi facile à attaquer que le Capitole ou des cibles plus volumineuses. Atta ajoute qu'il doit retarder l'opération de 5 à 6 semaines, le temps de former convenablement ses gros bras. Il lui faut également constituer 4 groupes qui emprunteront des itinéraires séparés pour provoquer un seul et unique cataclysme.
Mais le message de Ben Al-Shaïba est des plus clairs. Ben Laden craint que les États-Unis ne découvrent le complot et veut que l'opération ait lieu dès que possible. Phoenix, 10 juillet 2001. Depuis le bureau local du FBI, l'agent Ken Williams envoie une note à ses supérieurs de Washington. Il a remarqué qu'un certain nombre de ressortissants du Moyen-Orient liés à l'islam radical se sont inscrits dans des écoles de pilotage d'Arizona. Des individus sur lesquels il faudrait enquêter et qui seraient en mesure de conduire des activités terroristes. Cette note arrive au siège du FBI à Washington et à son unité antiterroriste à New York. Mais elle n'arrivera aux échelons les plus élevés qu'après le 11 septembre. Et le personnel de base ne prend aucune mesure. Aurait-il fallu interrompre toutes les enquêtes antiterroristes pour interroger les milliers d'élèves des écoles de pilotage de Phoenix? Je l'ignore, mais nous n'avions pas le personnel pour le faire. Mohamed Atta achète des billets pour des sièges bien précis sur des vols nationaux réguliers au départ de Boston et de Newark. Après avoir entraîné leurs hommes, les chefs d'équipe répètent les différentes étapes qui leur permettront de prendre possession des appareils. Le plan d'Atta consiste à faire passer à bord de l'avion des armes simples, comme des cutters à lame courte et rétractables. Les sièges des pirates ont été choisis avec soin. Les gros bras seront ici, en première classe, à l'avant de la cabine. Le pilote sera quelques rangées en arrière. Et le dernier membre de l'équipe juste derrière lui. Ils affinent leur plan en étudiant les opérations de routine en vol. Comme lorsque le personnel commence à servir le café. Lorsque le voyant « Attachez vos ceintures » s'éteint, ou si les portes du cockpit sont fermées à clé. D'après le plan, les gros bras de la première classe doivent investir le cockpit et tuer ses occupants pour que le pilote puisse prendre leur place. Ensuite, ils doivent égorger un passager ou un membre d'équipage pour le laisser se vider de son sang au milieu de l'allée. Ils espèrent ainsi anéantir toute velléité de résistance de la part des passagers. Crawford, 6 août 2001. En vacances dans son ranch texan, le président Bush reçoit le rapport quotidien préparé à son attention par la CIA. Celui-ci s'intitule « Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis ». Il explique, entre autres, que les renseignements du FBI font état d'activités suspectes en Amérique, trahissant des préparatifs en vue de détournement ou d'autres types d'attaques. Mais pour la Maison-Blanche, tout ceci n'apporte rien de nouveau. Mohamed Atta, lui, planche sur le jour le plus propice pour passer à l'action. Afin de provoquer un chaos maximum à Washington, il veut attendre que les membres du Congrès américain soient rentrés de vacances. Matin du 29 août 2001. Comme il l'expliquera par la suite à un journaliste, Ramzi Ben Al-Shaïba dort chez lui à Hambourg lorsqu'il reçoit un appel téléphonique. À l'autre bout du fil, Atta lui transmet un message sibyllin. 2 bâtons, tirets, gâteau avec bâton descendant. Les 2 bâtons pour 11, tiret pour tiret, gâteau avec bâton descendant pour 9. Et c'était leur H. 11 septembre. Ben Al-Shaïba affirmera plus tard avoir transmis personnellement ce message à Oussama Ben Laden. Les équipes sont désormais en place et prêtes à passer à l'action. Septembre 2001. Les 4 groupes de pirates de l'air en sont aux ultimes préparatifs. Ils fréquentent des salles de sport et des bibliothèques pour avoir accès à Internet. Une caméra de surveillance installée à un distributeur automatique de billets filme le pilote Hani Hanjour et un des gros bras, Majed Moked.
Il règle les derniers détails avant d'exécuter le plan qui, espère-t-il, conduira à la mort de plusieurs milliers de gens et provoquera un affrontement mondial. Comme à son habitude, Oussama Ben Laden semble faire part de ses intentions. À son siège londonien, la rédaction d'un journal en arabe, Al-Quds, a reçu plusieurs messages les avertissant d'une frappe sans précédent contre les États-Unis. Mais le journal les passe sous silence, car ils arrivent à la fin d'un été où les annonces d'attaques imminentes se sont multipliées. Les services de renseignement américains travaillent 24 heures sur 24 pour déchiffrer des transmissions si denses qu'elles ressemblent désormais à une avalanche de bruit sans fondement. À la CIA, on s'efforce de déterminer la nature de la menace. Mes plus proches collaborateurs du service antiterroriste étaient très inquiets. Une grosse attaque se prépare. Ces hommes sont comme tout le monde, ils veulent tuer des Américains. On cherchait des renseignements à toute vitesse. Mais certaines personnes en Amérique semblent disposer de sources plus efficaces. Brooklyn, 6 septembre. Un lycéen planche sur son cours d'anglais débutant ici, au lycée New Utrecht. Mais ce jeune garçon, un immigré fraîchement débarqué du Pakistan, est distrait par le paysage des gratte-ciel de Manhattan qui se découpe de l'autre côté de la fenêtre. Lorsque son professeur lui demande ce qu'il regarde, il désigne le World Trade Center du doigt et dit « Vous voyez ces deux bâtiments? Ils ne seront plus là la semaine prochaine. » Le professeur ignore la remarque. Le FBI s'assurera plus tard que cet échange a bien eu lieu, mais sans jamais découvrir comment le garçon savait ce qui allait se passer. « 9 septembre. Ziad Jarrah, dont le comportement n'a cessé d'inquiéter Mohamed Atta, semble avoir des arrière-pensées. Il appelle sa famille pour dire qu'il assistera au mariage d'un de ses cousins au Liban, le 22. Il ajoute même qu'il a acheté un nouveau costume pour l'occasion. À minuit 5, arrêté pour excès de vitesse par la police de Pikesville, dans le Maryland, Ziad Jarrah répond poliment aux questions de l'agent. Still live in Springfield on Quicksilver Drive? Still live on Quicksilver Drive? Okay, I'm right with you. Jarrah signe la contravention de $270 et repart. 10 septembre. This is 1010 Wins. You give us 22 minutes, we'll give you the world. Good morning. It's 73 degrees at 12 o'clock on this Monday, September 10th. I'm Brian Carey. En ce jour ensoleillé sur la côte Est, les New-Yorkais se préparent à voter pour les primaires en vue des élections municipales. Plusieurs candidats briguent le poste pour remplacer le maire sortant, Rudolph Giuliani. À la Maison-Blanche, le président Bush et le premier ministre australien John Howard saluent les journalistes devant le bureau ovale. Le chef de la section antiterroriste du FBI apprend que le département de la justice a refusé sa demande d'augmentation budgétaire. Portland, dans le Maine, 17h43. Mohamed Atta, l'étudiant égyptien à la tête de l'opération, et un de ses hommes, Abdulaziz Al-Omari, s'installent dans cet hôtel. Ils retirent du liquide à ce distributeur, avant de passer à cette station-service. Dans un centre commercial, ils achètent 2 cutters, comme celui-ci. L'équipe d'Atta doit embarquer le lendemain matin sur le vol 11 d'American Airlines, reliant Boston à Los Angeles. Dans la journée, Ziad Jarrah écrit une lettre pleine de tendresse à son épouse, Hazel. Il lui dit en gros qu'il est sur le point d'aller au paradis et qu'il espère qu'elle sera fière de lui.
He hoped that she would be proud of him. Boston, Massachusetts. Le pilote Marwan Al-Shehhi et 2 membres de son groupe descendent dans cet hôtel. L'un d'eux passe un coup de téléphone pour savoir combien il lui en coûtera pour faire monter une prostituée dans leur chambre. Mais les 400 $ qu'on leur réclame semblent dissuasifs. Les 2 frères, Hamza et Ahmed Al-Ghamdi, descendent eux dans cet établissement de Brighton, dans la banlieue de Boston. Hamza commande un film pornographique sur le système vidéo intérieur. L'équipe d'Al-Shehhi est en possession de 5 billets sur le vol du matin de United Airlines, le 175 en direction de Los Angeles. Newark, New Jersey, 11 septembre, 0h05 du matin. Le pilote Ziad Jarrah arrive à cet hôtel de l'aéroport et paie en liquide les 450 $ qu'on lui demande pour 2 chambres non fumeurs. Son équipe a 4 billets pour un vol du matin, le United Airlines 93, Newark, San Francisco. Herndon, Virginie. Le pilote Annie Anjour descend avec son équipe dans un hôtel situé non loin de l'aéroport Dulles de Washington. Leurs billets sont réservés pour le vol American Airlines 77 à destination de Los Angeles. Les 19 pirates de l'air sont désormais dans leur chambre d'hôtel. Certains se sont entraînés pour piloter des avions de ligne. D'autres pour tuer à l'arme blanche. Quelques-uns lisent un formulaire d'instruction intitulé « Dernière nuit ». Rédigé à la main, ce document les exhorte à ne pas faiblir et à inspecter leurs armes. On peut aussi y lire « Mémorisez bien le plan, faites le serment d'accepter la mort, purifiez votre cœur en le lavant de ses souillures, que votre sein s'emplisse de joie. Adieu, nous retournerons. » Les 19 hommes vont se coucher en sachant que le lendemain matin, ils tenteront de mener à bien une attaque qui prend sa source dans leur croyance en l'islam radical. Ce plan, fruit d'une conversation informelle entre 2 amis d'enfance, a été peaufiné par Oussama Ben Laden. Ces hommes vont apporter le djihad en Amérique.